Faut qu'on remette les choses à plat concernant ce dérapage. Ce qui saute vraiment aux yeux dans cette affaire, c'est que tout ce fiasco aurait carrément pu être évité. Mark Sanchez a enfin vidé son sac devant le juge. Contre toute attente, il a avoué avoir défiguré à vie un homme de 69 ans, en balançant des dingueries que les caméras de sécurité avaient complètement loupées. Mais la suite a littéralement scotché toute l'assemblée. Le mec a avoué que ce n'était pas son coup d'essai. Avant de tout décortiquer, petit retour en arrière. Les révélations au tribunal. Le 7 octobre 2025, Sanchez s'est pointé à la Cour supérieure du comté de Marion. Son dossier ressemblait à un véritable cauchemar. Crime de catégorie 5 pour agression ayant entraîné de graves lésions corporelles, sans compter les délits mineurs pour coups et blessures, intrusion illégale dans une caisse et ivresse sur la voie publique. Rien que le crime principal lui faisait risquer entre 1 et 6 ans derrière les barreaux, plus une prune pouvant grimper à 10 000 $. Mais c'est le contenu du dossier judiciaire qui a vraiment fait halluciner les journalistes. On était très loin de la petite bavure de Starlet ou du classique « mauvais endroit, mauvais moment ». Le rapport de police brossait un portrait ultra accablant. Le type s'était comporté avec une arrogance folle, bousculant violemment sa victime avant de s'introduire de force dans son véhicule. Les faits donnaient la gerbe, les preuves étaient en béton armé et, selon les mots du procureur, les dégâts physiques des deux côtés étaient d'une violence inouïe. Le magistrat a accepté que l'ancien joueur zappe la première audience, repoussant ainsi sa convocation suivante. Une conférence préparatoire fixée au 4 novembre 2025 à 8h30 pétante. La grande mascarade juridique venait de commencer. Mais le tribunal populaire l'avait déjà condamné d'avance sur les réseaux. Et la véritable histoire qui l'a traîné jusque dans ce box des accusés, croyez-moi, elle est encore plus dingo que ce qu'on imaginait au départ. Pour capter l'ampleur du désastre, il faut rembobiner jusqu'au 4 octobre 2025. Une nuit qui a bousillé plusieurs vies à tout jamais. Ce vendredi soir-là, le centre-ville d'Indianapolis était en pleine ébullition. Ce quartier, pourtant réputé pour être le coin le plus tranquille de toute la métropole, avec une criminalité en chute libre et près de 30% de meurtres en moins au premier semestre 2025, grouillé de journalistes sportifs et de supporters venus s'ambiancer avant le fameux match Colts contre Raiders prévu le lendemain. Caché parmi cette foule de commentateurs, il y avait Mark Sanchez, le consultant vedette de Fox Sports, débarqué tout spécialement pour couvrir l'événement. Sauf que cette nuit-là, la situation a complètement vrillé. Les vidéos de télésurveillance du Marriott et des rades du coin ont filmé la star pendant environ 25 minutes, titubant lamentablement dans les rues du centre. Sur les images, on voyait un mec totalement à l'ouest, complètement paumé, faisant sans cesse des demi-tours hasardeux, et manifestement ivre-mort alors qu'il errait devant le pub Lockmillers. D'après les flics et les témoins sur place, le gars refoulait l'alcool à plein nez et n'arrivait même plus à aligner deux mots. Mais le plus lunaire dans l'histoire, c'est que des gens l'ont grillé en train de piquer des sprints dans la ruelle, tapant des allers-retours à fond la caisse dans ce petit espace étroit derrière les hôtels alors qu'il était largement plus de minuit. Un comportement complètement perché qui allait très vite dégénérer en un drame absolu. Sur les coups de minuit 35, Perry Toll, un chauffeur routier de 69 ans, a garé son bahut dans l'allée de déchargement située entre le Westin et le Marriott d'Indianapolis. Ce bosseur bossait pour une boîte spécialisée dans la récupération et le recyclage d'huile de friture commerciale. Pas le métier le plus glamour, mais ça payait honnêtement ses factures. Sa mission était de récupérer l'huile usagée des cuisines, une corvée répétée 1000 fois auparavant. Sourd d'une oreille, Toll n'avait malheureusement pas mis ses prothèses auditives. Couvert par le vacarme du moteur, il ignorait que sa nuit allait virer au cauchemar. La scène hallucinante qui a suivi a été entièrement immortalisée par la vidéosurveillance. Ces images constituent aujourd'hui une preuve accablante de ce déchaînement de violence inouïe. Que sait-on réellement de l'état de Mark Sanchez sur le moment? Avait-il bu? En avons-nous la certitude absolue? L'ivresse publique fait en tout cas partie des accusations. La justice l'a d'ailleurs formellement inculpé pour ébriété sur la voie publique. En se basant sur le rapport d'arrestation et le témoignage glaçant livré par Toll, Sanchez a déboulé en courant dans la ruelle pour foncer droit sur le camion. Sans crier gare, il a arraché la portière pour s'installer direct au volant. Oubliez la petite dispute de stationnement. Là, c'était une véritable intrusion forcée. Un coup de sang tellement agressif que le vieux chauffeur a immédiatement senti le danger. Sanchez lui aurait alors ordonné de dégager son poids lourd sur le champ. Prétextant un prétendu accord avec la direction de l'hôtel, il lui interdisait de stationner ici. Le vrai problème, c'est que Toll ne faisait strictement que son travail.
Son camion était garé à l'endroit exact prévu. Cette embrouille n'avait donc absolument aucun sens. Il y a 2 ou 3 trucs totalement aberrants à souligner dans cette affaire. Ce qui nous saute aux yeux d'abord, c'est que ce drame aurait largement pu être évité. On se retrouve avec de très graves accusations visant un homme de 38 ans. Il a déclenché une bagarre extrêmement violente face à un retraité de 69 ans. Le pauvre vieillard s'en est tiré avec des blessures gravissimes suite à ce carnage. Au moment où Toll a voulu attraper son téléphone, Sanchez lui a violemment barré la route. La tension est montée en flèche en une fraction de seconde à peine. L'ex-sportif de 38 ans affichait toujours une musculature impressionnante, malgré sa lointaine retraite. Il s'est mis à rouer de coups ce pauvre travailleur qui gagnait juste sa croûte. D'après les dossiers judiciaires, Sanchez a d'abord méchamment projeté Toll contre un mur en briques, avant de le balancer de toutes ses forces sur une benne et des palettes d'expédition. C'était un véritable lynchage à sens unique, d'une brutalité totalement effarante. On parle quand même d'un athlète de haut niveau, forgé à la compétition physique, en train de détruire un type 2 fois plus vieux qui faisait juste son taf. Un témoin oculaire, bien installé dans sa voiture juste à côté, a pu observer toute la scène. Ils étaient d'abord en train de se filmer mutuellement, juste avant d'en venir aux mains. Un détail complètement lunaire qui vient encore épaissir le mystère de cette scène surréaliste. Mais les portables ont vite volé lorsque l'affrontement a violemment dégénéré. Terrorisé, Toll s'est retrouvé au piège face à ce colosse enragé et beaucoup plus jeune. Dans un instinct de survie ultime, il a d'abord dégainé sa bombe lacrymogène. Il a aspergé Sanchez en plein visage, priant pour le stopper net et pouvoir fuir. Mais contre toute attente, le gaz n'a eu absolument aucun effet dévastateur sur lui. Aveuglé par la rage et l'alcool, le trentenaire a continué de foncer sur sa proie. Le bain de sang qui a suivi allait envoyer les 2 adversaires aux urgences. L'un luttait entre la vie et la mort, tandis que l'autre se retrouvait défiguré à vie. Les archives du tribunal révèlent que Toll était intimement convaincu qu'il allait se faire tuer. Dos au mur, il a dû attraper la lame de travail qu'il garbait dans son utilitaire. Ce vieux routier s'est retrouvé coincé par un inconnu impossible à maîtriser. En une fraction de seconde, il a pris la décision de sauver sa peau, ce qui allait les marquer tous les deux à jamais. Toll a frappé Sanchez de multiples coups de lame. 2 ou 3 impacts ont ciblé le haut du corps, fendant la poitrine, le flanc et la main. Les caméras de sécurité ont immortalisé la suite avec une précision terrifiante. En sang, Mark Sanchez s'est éloigné de la scène en trébuchant. Il chancelait sur les trottoirs d'Indianapolis, se vidant littéralement de son sang à cause de ses plaies. Il a fini par s'échouer dans un bar du coin, soutenu par le barman en attendant les secours. Sanchez a atterri aux urgences de l'hôpital Eskenazi dans un état absolument critique. Ses lésions étaient tellement graves qu'il a dû passer directement sur le billard. La lame n'était pas passée loin de ses organes vitaux. Pendant un certain temps, la survie de l'ancienne légende de football américain ne tenait qu'à un fil. S'il a fini par se stabiliser, ses cicatrices physiques allaient très vite devenir le cadet de ses soucis. Pendant ce temps, Perry Tolley filait aux urgences de l'hôpital méthodiste. Ses blessures étaient tout aussi glaçantes, mais d'une nature totalement différente. Cet homme de 69 ans présentait un traumatisme facial littéralement dévastateur. Alors, que sait-on d'autre sur le profil de cette victime? On sait qu'il a 69 ans et qu'il est chauffeur-livreur. Avez-vous une idée de sa carrure ou de sa taille? Des rapports affirment aussi qu'il utilise des prothèses auditives, mais ne les portait pas à ce moment-là. C'est tout à fait ça. Lui-même a d'ailleurs souligné à quel point cet équipement lui était indispensable au quotidien. L'entaille sur le visage de Toll était si brutale qu'elle traversait sa joue gauche jusqu'à sa langue. Un tel carnage nécessiterait un lourd suivi médical et allait le défigurer à vie. Son crâne, sa mâchoire et son cou n'ont pas été épargnés non plus. Ces marques resteront le sombre héritage de cette nuit-là. Le pauvre gars faisait juste son taf et s'est retrouvé à lutter contre la mort. Toll était tellement amoché qu'il n'a même pas pu assister au mariage de son propre fils. Un inconnu complètement ivre dans une ruelle l'a privé de l'un des plus beaux moments de sa vie de famille. Les flics ont débarqué à l'hôpital pour cuisiner Sanchez. Face aux inspecteurs, il a prétendu avoir un trou noir, affirmant se souvenir à peine de s'être agrippé à une fenêtre. Impossible pour lui de balancer le nom de son agresseur. Il n'arrivait même pas à situer l'endroit exact de l'embrouille. Véritable amnésie causée par l'alcool et le choc, ou simple parade pour sauver sa peau? C'est la justice qui allait devoir trancher, sauf que les preuves contre lui étaient juste écrasantes. Les bandes de vidéosurveillance livraient une version limpide et sans appel. La police a saisi les fringues et le téléphone de Sanchez, puis a récupéré le couteau dans le bahut de Toll. Chaque pièce à conviction s'emboîtait à la perfection. Toutes les caméras et tous les témoins
pointaient vers le même et unique coupable. C'était bel et bien Mark Sanchez l'agresseur, celui qui avait ruiné la vie d'un homme innocent. Cette ancienne machine de guerre adulée par les foules allait devoir assumer ses actes. Il avait déchaîné toute sa puissance sur un type qui ne lui cherchait absolument aucune embrouille. Procès, scandale juridique et tempête médiatique. Ce drame allait déclencher une réaction en chaîne, dépassant largement les simples sanctions pénales qui attendaient Mark Sanchez, sans parler de la vitesse à laquelle l'affaire a pris une tournure très politique, de la volonté de la victime d'obtenir justice bien au-delà du simple pénal, et du revirement spectaculaire de l'opinion publique au fil des révélations. Au départ, le 5 octobre 2025, Sanchez s'est fait pincer à l'hôpital et s'est mangé 3 chefs d'inculpation mineurs: agression avec blessure, ivresse sur la voie publique et intrusion illégale dans une bagnole. Il a lâché une caution de 300 $ et a esquivé la fameuse photo d'identité judiciaire à cause de son hospitalisation. Sauf que Ryan Mears, le procureur du comté de Marion, a vite pigé que ces petites infractions ne collaient pas du tout avec la violence du drame. Quand les toubibs ont commencé à balancer plus de détails sur l'état de Péritol, c'était l'évidence même. Il fallait frapper beaucoup plus fort niveau justice. Qu'est-ce qui vous a poussé à zapper le petit délit pour dégainer un putain de crime? Quel a été le vrai déclic? On a tout bêtement épluché les nouveaux rapports médicaux qu'on venait de recevoir, avant de refaire un point en tête-à-tête avec la victime. Faut bien capter qu'à notre première rencontre, le pauvre gars n'avait même pas encore été soigné. Le 6 octobre, le parquet a sorti l'artillerie lourde en ajoutant une agression criminelle de niveau 5, justifiée par les dégâts corporels massifs et surtout irréversibles infligés au visage de Toll, le laissant défiguré et marqué à vie par de sales cicatrices. Ryan Mears, le boss du parquet du comté de Marion, s'est pointé le 6 octobre avec Chris Paley, le chef de la police, pour une conférence de presse explosive, où ils ont martelé que les caméras de sécurité confirmaient la version de Toll à 100% et qu'on parlait d'une violence totalement gratuite, qui n'aurait jamais dû exister. 2 ou 3 détails cruciaux sur cette affaire. Honnêtement, ce qui nous choque le plus, c'est que toute cette embrouille était évitable à 1000%. T'as ce type de 38 ans, selon les faits reprochés, qui cherche la merde avec un vieux de 69 ans, lequel finit salement amoché, avec des blessures gravissimes à cause de cette altercation. Mears n'a pas du tout mâché ses mots sur la question de la responsabilité, en prévenant que jouer les stars ne te sauvera pas les miches dans son secteur. Je me contrefous de votre blase ou de votre putain de job. Je m'en tape d'où vous créchez. Ramenez-vous ici pour foutre la merde et on sortira tout notre arsenal juridique pour vous détruire. De son côté, la légitime défense de Péritol sautait aux yeux de la justice. Donc ils ont blanchi le papy direct. Faut dire que l'Indiana possède les lois de protection personnelle les plus blindées du pays, avec notamment des règles de tir à vue qui t'autorisent à ne pas reculer d'1 pouce. Du coup, je capte pas trop s'ils ont ce délire de défense acharnée à Indianapolis. C'est pas trop mon rayon, tu vas sûrement nous briefer. Mais est-ce qu'on est sur un scénario où le gars de 69 ans balisait tellement pour sa peau qu'il a planté Mark Sanchez? C'est ton analyse? Écoute, c'est exactement ce que disent les accusations pour le moment. Et l'Indiana ne rigole pas du tout avec la légitime défense. C'est limite le summum national. Et quand on parle de ne pas céder 1 mm, ça veut dire que la fuite n'est absolument pas requise. Sauf que Toll n'allait sûrement pas se contenter du système pénal pour faire payer son agresseur. Le 6 octobre 2025, pile quand les flics ont alourdi le dossier de Sanchez, Péritol a balancé une plainte au civil devant la Cour supérieure de Marion. La plainte visait directement 2 coupables, Mark Sanchez et la chaîne Fox en personne. On lui reproche une agression brutale et préméditée ayant laissé Tola avec des séquelles irréversibles. Mais le vrai coup de tonnerre, c'est d'avoir traîné Fox devant les tribunaux. Un véritable séisme qui pourrait coûter extrêmement cher au réseau. L'accusation pointe du doigt leur laxisme flagrant en matière de recrutement et d'encadrement. Selon eux, la direction ne pouvait pas ignorer la situation. Les problèmes d'alcool de Sanchez et son comportement instable étaient de notoriété publique. Une bombe médiatique absolue. En clair, on accuse Fox d'avoir complètement fermé les yeux au lieu de le recadrer. Et ce, malgré un dossier lourd et bien connu d'incidents liés à la boisson et de dérapage. La victime réclame des dédommagements colossaux et le remboursement intégral de ses frais d'avocat. Face à la menace d'un procès avec jury, le groupe a préféré s'emmurer dans le silence. Cette affaire au civil a littéralement ouvert la boîte de Pandore, relançant tout le grand débat sur la responsabilité morale des entreprises. Jusqu'où un patron doit-il payer pour la folie de ses employés, surtout quand ça dérape en dehors des horaires de bureau lors d'un voyage d'affaires? Si la justice finit par condamner la chaîne pour négligence,
l'addition s'annonce astronomique. Pire encore, l'enquête risquait de faire fuiter des tonnes d'échanges en interne, dévoilant au grand jour tout ce que les boss savaient vraiment sur lui. C'est par la voix de son avocat que Tola a enfin brisé le silence. Face aux caméras, l'homme s'est livré à cœur ouvert. S'estimant miraculé, il raconte que c'est sa foi qui l'a sauvé et qui lui a donné la force de tenir pendant ce vrai cauchemar. Dieu a dirigé mes poings, a-t-il lâché aux journalistes présents, totalement persuadé qu'une intervention divine l'a arraché à une mort certaine. Un ami le décrit comme un type en or, qui faisait juste son boulot ce soir-là. Un portrait qui tranche net avec la situation de ce pauvre papy routier, venu gagner sa croûte honnêtement, tabassé sans raison par un ex-athlète blindé aux as. Les clichés de ses blessures balancées dans la presse font littéralement froid dans le dos. Sa joue a été transpercée de part en part, jusqu'à lui lacérer la langue. Un carnage qui a exigé des soins intensifs et l'a laissé défiguré à vie. Cloué sur un lit d'hôpital, il a carrément loupé le mariage de son propre fils. Un moment familial inoubliable, fauché par une violence totalement gratuite. Pendant que la machine judiciaire se mettait lentement en marche, l'histoire a carrément viré au scandale politique géant, prouvant à quel point les réseaux sociaux transforment vite une rumeur en arme de destruction. Mais en attendant son audience du 4 novembre 2025, l'ex-star risque jusqu'à 6 ans ferme pour cette agression de niveau 5. Sans oublier les délits mineurs, ivresse publique et effraction dans un véhicule. Ces charges supplémentaires pourraient bien rallonger son séjour à l'ombre, avec des amendes monstres en prime par-dessus sa peine de prison. Pour les experts du barreau, les avocats de la défense sont acculés. Ils vont tout faire pour négocier un accord plutôt que de risquer un procès public. Avec des vidéos accablantes, un papy attachant et des blessures aussi gore, c'est plié. Plyder coupable reste sa seule issue pour esquiver la peine de prison maximale, accepter le contrôle judiciaire, suivre des thérapies contre ses addictions et ses accès de fureur, et indemniser lourdement Toll pour son terrible préjudice physique. Pourtant, un tel accord laisserait des cicatrices pénales totalement indélébiles. Un casier bousillerait ses chances de faire carrière à la télévision, l'empêcherait de voyager librement à l'étranger, lui interdirait le port d'armes et réduirait littéralement sa réputation en cendres. L'étiquette du criminel tabassant un grand-père travailleur serait quasi impossible à gommer. Peu importe la magie de ses attachés de presse, une spirale infernale jusqu'à la déchéance totale. Pour piger comment Mark Sanchez s'est retrouvé inculpé au tribunal d'Indianapolis, il faut décortiquer cet enchaînement inquiétant de scandales, de choix foireux et de dérives transformant la star en paria. On ne parle pas du seul faux pas d'un type parfait. C'est l'apogée d'années de dérapage qu'on a fermement ignoré, minimisé ou planqué sous le tapis grâce à son statut VIP. L'histoire démarre bien avant cette fameuse nuit d'octobre à Indianapolis. Mark Travis John Sanchez voit le jour le 11 novembre 1986 à Long Beach, dans un clan mexico-américain soudé. Lycéen prodige, il mène les Trojans vers 12 victoires et une défaite en 2008, cumulant 3207 yards et 34 touchdowns. L'apothéose arrive au Rose Bowl de 2009 avec 413 yards et 4 touchdowns, raflant le trophée de MVP. Les Jets de New York le draftent 5e en 2009, lâchant 50 millions de dollars sur 5 ans. Dès sa première année, il propulse son équipe en finale de conférence, un exploit qu'il réitère avec brio en 2010. Il rejoint Ben Roethlisberger parmi les rares lanceurs à briller si tôt lors de leurs 2 premières saisons. Beau gosse, prodige, dans la fleur de l'âge, la réussite incarnée, bref, le profil rêvé. Mais le vernis s'écaillait déjà, bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. En avril 2006, à seulement 19 ans sur le banc de l'USC, la police l'arrête, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une étudiante du campus. Les faits présumés auraient eu lieu vers minuit 30 le 26 avril 2006. Capturé le jour même dans une résidence voisine, sa caution grimpe à 200 000 $. L'université le suspend de façon totalement immédiate, lui barrant formellement l'accès aux cours, l'excluant des événements étudiants et lui interdisant l'enceinte de la fac. Le doyen de la vie scolaire déclarait d'ailleurs à l'époque « Nous devons faire toute la lumière sur cette histoire avant de trancher, vu la gravité de la situation. » L'enquête débute à peine, mais ses suspicions restent extrêmement lourdes. Détail troublant, il assistait à un séminaire contre le viol à l'USC en avril 2006. Juste avant ce drame, les caméras du club 901 le repèrent à 23h21 le 25 avril, planqué derrière des faux papiers au nom de Jordan Traver Utal, avant de ressortir seul à minuit 59 le 26 avril. Le 2 juin 2006,
la justice décide de ne retenir aucune charge. Le motif invoqué, un cruel manque de preuves pour dissiper le moindre doute raisonnable. Du côté des examens médicaux, impossible de prouver de façon concluante l'usage de la force. Le rapport d'enquête concluait finalement à une classique histoire de parole contre parole. La plaignante a d'ailleurs reconnu avoir d'abord consenti à des baisers et quelques caresses. Le clan de Sanchez a par la suite martelé qu'il s'agissait d'accusations montées de toutes pièces. Le joueur s'était de toute façon montré hyper coopératif tout au long des investigations. Résultat des courses, le bureau du procureur a définitivement classé la plainte sans suite. Totalement blanchi, Sanchez a pu tranquillement faire son retour à l'USC, où une brillante carrière universitaire l'attendait. Reste que cet épisode houleux a jeté un énorme froid sur son sens des responsabilités. Ses penchants pour la boisson et son attitude envers la jante féminine ont allumé des signaux d'alerte qui allaient fatalement le rattraper des années plus tard. Le scandale suivant a éclaté début 2011. Sanchez s'était déjà imposé comme quarterback vedette de la NFL aux Jets de New York. D'après les révélations du blog de potins sportif Deadspin, le joueur avait alors 24 ans. Il aurait entretenu une brève mais intense liaison charnelle avec une certaine Eliza Kruger, originaire de Greenwich dans le Connecticut. Cet élève de terminale n'avait que 17 ans. Ils avaient fait connaissance le soir du réveillon 2010. Au club Lavo de Manhattan. Là-bas, Kruger s'était servi de faux papiers pour infiltrer cette boîte réservée aux plus de 21 ans. D'après les dossiers qui ont fuité, elle a fini par avouer n'avoir que 17 ans. Elle a lâché cette info à Sanchez directement en discutant. Il aurait répondu qu'il pouvait discuter, mais hors de question de se voir avant ses 18 ans. Elle a répliqué qu'à 17 ans, c'était totalement légal à New York. Il lui a offert des billets pour les Jets avant de l'emmener dîner au luxueux restaurant No. Plus tard, Sanchez l'a emmené dans sa somptueuse villa de Bedminster, au New Jersey, pour un moment intime totalement consenti. Kruger s'était préalablement renseigné sur l'âge légal de la majorité sexuelle. 17 ans pour New York et 16 pour le New Jersey. A-t-elle ensuite balancé tout excitée sur les réseaux. Truc de dingue, le grand Mark Sanchez vient de m'écrire. Juridiquement parlant, rien n'était hors la loi dans ces deux territoires, même si la justice de 12 autres États américains, Californie incluse, aurait fermement condamné la chose. Cette liaison douteuse a déclenché une véritable tempête médiatique et soulevé de profonds dilemmes moraux. La docteure Suzanne Bartel, experte en psychologie infantile, a jugé ce comportement totalement inacceptable. De son côté, le spécialiste en communication Ben Sterner estimait que cela bousillait non seulement l'image du joueur, mais aussi le prestige de la ligue. L'avocat de la jeune femme, maître Richard Kendall, a d'abord riposté avec une mise au point cinglante envoyée à la rédaction de Deadspin. Qualifiant ces rumeurs de pure fiction, il a brandi la menace de poursuite pour préjudice moral délibéré. Sauf que le poteau rose a été découvert. L'adolescente avait photographié la chambre du sportif et précieusement conservé leurs échanges écrits. La direction de son équipe a catégoriquement refusé de s'immiscer dans son intimité. Le scandale a fini par quitter la une de la presse, mais la réputation du jeune homme était déjà en miettes. Côté gazon, c'est le début d'une longue descente aux enfers pour ses statistiques. La saison 2012 a accouché de l'instant fatal qui allait ruiner son parcours professionnel de la pire des manières. C'est la naissance du pathétique et mythique incident du ballon perdu sur un coup de fesse. Lors d'une soirée de Thanksgiving face aux Patriots, le quarterback est allé s'encastrer tête baissée dans l'arrière-train de son propre bloqueur. Conséquence désastreuse, il lâche le cuir, offrant une autoroute à l'adversaire pour filet marqué. Ce raté monumental a carrément décroché le titre de la pire humiliation de toute l'histoire du football américain. Une casserole qu'il traînera jusqu'à sa mort, propulsée au rang de blague virale immortelle sur Internet. Son aventure new-yorkaise s'est brisée net après une épaule en vrac lors de la pré-saison 2013, précipitant son renvoi en 2014. La suite, des années passées à cirer les bancs de touche pour un paquet d'autres franchises. En 2016, il s'est contenté du rôle de simple remplaçant chez les Broncos de Denver, les Cowboys de Dallas en 2016, les Bears de Chicago en 2017, puis la franchise de Washington en 2018. Il raccroche les crampons en juillet 2019, affichant un bilan de 37 victoires pour 36 défaites comme titulaire. Sauf qu'avant de tirer sa révérence, un ultime scandale a fini d'écorner son image, semant le doute sur sa probité. Le 13 avril 2018, la Ligue lâche une bombe. L'ex-star, alors sans aucun contrat professionnel, écope de 4 matchs de suspension pour lancer 2018. Puni par le règlement strict lié aux produits dopants. Totalement sidéré par la nouvelle, le principal intéressé lâche. Cette annonce m'a littéralement mis KO. Et je tiens à être clair. Tricher
ou chercher un avantage de manière déloyale n'est pas mon style. Via des produits interdits, justifiant ça par un complément alimentaire mystérieusement contaminé. Le gars a tenu à rappeler ses 72 tests négatifs, validés auparavant, insistant sur le fait que sa nutrition n'avait pas bougé depuis 5 piges. Forcément, cette fameuse excuse bidon a bien fait marrer tout le monde, des experts aux supporters. Surtout avec des statistiques globales carrément médiocres. 37 victoires, 35 défaites, et surtout beaucoup plus d'interceptions que de touchdowns sur ces dernières saisons. Bref, rien qui ne dégage l'impression d'un joueur dont les capacités physiques auraient explosé. Cette suspension tombe vraiment au pire moment, après s'être éternisé comme remplaçant, flinguant ainsi ses chances de signer ailleurs facilement. Pourtant, le 19 novembre 2018, il rebondit pour jouer la doublure chez les Redskins. Il pouvait direct jouer, sa suspension ayant été purgée pendant sa longue période de chômage technique. Le quarterback fait 2 malheureuses apparitions, dont une titularisation, avant de complètement sombrer. Bilan, 19 passes réussies sur 35, 138 yards, 0 touchdown, 3 interceptions. Et retour sec sur le banc. Sa signature a direct relancé les débats en ligne, soulignant que la Ligue déroulait le tapis rouge à un mec récemment chopé pour dopage, pendant qu'un profil militant comme Colin Kaepernick restait complètement blacklisté. Les fans ont pointé du doigt cette énorme faille, hallucinant que les casseroles extrasportives et la triche de Sanchez ne bloquent pas son comeback. Une fois retraité en 2019, le gars se trouve une nouvelle vocation à la télé. Il rejoint direct ESPN pour décrypter le championnat de foot universitaire avant de switcher vers Fox Sports en juillet 2021, jonglant entre terrain et plateau télé. À l'écran, le mec déborde d'énergie, analysant chaque action avec une passion folle et hyper pointue. Courant septembre 2025, il monte en grade en balançant son propre concept web, Rear View, produit par Fox Sports Digital. Des face-à-face hebdomadaires avec des joueurs pros dans leur bagnole, tout roulait niveau business et sa vie privée semblait elle aussi trouver un bel équilibre. Il épouse la comédienne Perry Mattfeld le 28 mai 2023 dans un magnifique monastère colonial du XVIe siècle à Oaxaca, au Mexique. Un beau mariage qui mixait parfaitement leurs deux cultures. Daniel, son fils né d'une précédente union, assurait brillamment les rôles de témoin et porteur d'alliance. Puis en 2025, le couple accueille des jumelles pour sceller cet amour. Des instants magiques, d'amour pur et de reconnaissance totale selon lui. Sauf que ces sombres histoires de mauvais choix, de dérapages liés à l'alcool et d'agressivité, n'avaient au final jamais été soignées en profondeur. Le scandale d'Indianapolis n'avait absolument rien d'un accident de parcours. C'était l'aboutissement logique de plusieurs décennies de dérapage en toute impunité. Protégés par un système qui donne constamment d'innombrables passe-droits aux sportifs doués, peu importe leurs frasques en dehors des stades, la grande question désormais est de savoir si les tribunaux vont enfin le placer face à ses responsabilités. Chose que le milieu sportif, ses dirigeants et le grand public n'ont jamais vraiment eu le courage d'exiger. Il faudra aussi voir si Mark Sanchez acceptera enfin la dure réalité. Il a cruellement besoin de se faire soigner pour affronter les vieux démons qui l'ont traîné dans cette ruelle obscure le 4 octobre 2025. Pensez à liker cette vidéo et cliquez sur les fiches à l'écran pour